Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité d'aujourd'hui, c'est M. Ashley Larac de l'Association militaire d'Haïti, mais de l'organisation de la structure Haïti, je m'engage. Avec lui, nous allons parler politique, donc nous allons parler de la crise multiforme qui gangrène le pays, crise politique, crise sécuritaire, certainement, lesquelles crises ont un impact direct sur l'économie du pays, mais nous allons essayer également de voir en partie, avec lui comme ancien militaire, s'il le faut, la crise sécuritaire et des propositions pour pallier à cette situation, pour résorber la crise et résoudre ce problème. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Monsieur Ashley Larac, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour les Augustes, bonjour aux auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. Donc nous-mêmes, c'est habitués de la maison, mais tant que j'ai failli me briser les dents lorsque je me donne l'information, il y a un monde sous question Association militaire d'Haïti. Il dit, qui c'est l'Association militaire d'Haïti? Moi, j'ai dit ce que j'ai lu dans la presse, mais ces opportunités à me poser des questions. Parlez-nous de l'Association militaire d'Haïti, rapidement, avant de nous passer peut-être dans le gros lot. L'Association militaire d'Haïti est née en 1903. Donc c'est bon bagage qui fait Thier Martin, c'est bon bagage que nous-mêmes avons inventé. Le premier anniversaire, enfin l'anniversaire du premier centenaire de l'indépendance en 1903, les officiers haïtiens, et naturellement la plupart de ces officiers étaient issus de Saint-Cyr en France, parce que mes yeux avaient étudié en France, décidé de faire l'Association militaire d'Haïti. C'est une association qui regroupe des militaires retraités pour la plupart, des réservistes, et qui supposait permettre, et ce qui fait dans tout pays sur la terre, que les militaires ça été au service du pays, ou bien dans le service d'intelligence, ou bien dans différents corps de métier, ou bien en appui aux nouveaux militaires. Et d'une manière, ils ont intégré la société en gardant une structure très proche de l'armée ou des forces armées en général. Comme des ressources peut-être, soit en termes de formation, mais aussi, comme vous l'avez dit, que l'on pourra consulter ou que l'on pourrait consulter opportunément. Mais on en parle très peu en Haïti, malgré tout. Est-ce que c'est à cause de démobilisation des forces armées d'Haïti, même s'il y a une remobilisation, entre guillemets, que nous gagnons en brillant là? Ah, mais bon, il était décidé que après et à tort, naturellement, il était décidé que l'armée, le fait qu'elle était démobilisée, pas de mérité que tu parler de lui, c'était surtout un bagage qui était focus sur la police là. Mais nous-mêmes, mon groupe ancien militaire, nous décidé en 2005, et en fait dès 2005, redynamiser et structurer l'association. Donc c'est ça nous fait, et nous avons pour remettre l'armée sous pied, parce que nous croyons que l'armée, et nous pourrons parler de ça là, est très utile en société, surtout dans la société haïtienne. Et nous arrivons à joindre avec Jovenel Moïse, qui est le seul à avoir eu le courage, même si Michel Martelly prétend que le gagné, mais c'est Jovenel Moïse qui a eu le courage de remettre l'armée sur pied. Mais depuis lors, bon, l'armée a été remise sur pied, pas grand chose fait pour lui. Donc c'est comme si Mdadou, son petit monde qu'on fait pour décider pas l'éducation, pas le rad, pas rien du tout pour la guerre dans la nature. C'est comme s'il était existé uniquement dans la Constitution, comme ça a été le cas pendant plusieurs années. Alors que un paquet de jeunes qui voulaient servir le pays, et structures militaires sont suffisamment attrayantes et qui ont un encadrement nécessaire pour être capable d'utiliser dans différents domaines. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée n'est pas là pour faire la guerre. Uniquement. Les missions de l'armée ont changé. Les missions modernes de l'armée ont changé. On parler de prédésastres et secours. Personne ne va relever ça. Mais dans le cyclone qui se passe dans le sud, là, qui dévaste le sud, là, tremblement de terre qui dévaste le sud, là. Si ce n'est pas l'armée qui t'a le déblayé ou jusqu'où n'y a, mon manif pas besoin de rien. Donc c'est l'armée qui a déblayé les routes. Mais la presse en parle très peu, puisque l'armée n'a pas de porte-parole pour dire ce qu'elle fait. Et elle n'a pas vocation non plus à faire une grosse publicité sur ce qu'elle réalise. Ce devrait être le travail du gouvernement, qui peut-être... Ça aurait dû être le travail du gouvernement et du ministère de la Communication, par exemple, qui aurait dû s'enquérir de tout ce que les différents secteurs... Ces gouvernements ne font tellement rien
que si pas tellement qu'à parler de eux, ils ne veulent pas remplir et renforcer une structure. Mais il est incontestable que sans l'armée, à partir du récent tremblement de terre dans le Sud, sans l'armée, le Sud jusqu'à aujourd'hui aurait été isolé. Il lui fallu que l'armée soit présente. Mais elle n'a pas les moyens, et tous les moyens nécessaires pour pouvoir travailler efficacement aux besoins de la population. Donc il faut qu'on renforce ces moyens. Maintenant, M. Ashley Laracq, on est là pour en parler. La crise sécuritaire, aujourd'hui, c'est une réalité qui attire l'attention de plus de presque tout le monde vraiment, c'est ce dont on parle. Vous-même, comme ancien militaire, ancien léopard, vous l'avez dit dans cette lettre que vous avez écrite au président dominicain Luis Abinadel, parlant de l'histoire d'Haïti sur le plan militaire, sur le plan politique aussi. Donc, comment, d'abord, est-ce que vous voyez la crise sécuritaire en Haïti comme citoyen, mais d'abord comme ancien militaire? Je dois vous dire au départ que le fait d'être un ancien militaire ne me confère pas le droit de parler en tant que spécialiste de la sécurité. Et ça vous donne des idées quand même, notre oui, regard. Mais je ne suis pas spécialiste de sécurité. Par contre, le fait d'appartenir à l'association militaire me donne accès à des informations qui sont produites par des spécialistes de sécurité. Parlons-en. Donc, c'est pas du coup d'Ashley Laracq comme un soi-disant spécialiste à la sécurité parce qu'il serait ancien militaire. C'est pas du tout le cas. Et merci de votre humilité quand même. Et bon, il a été concevable d'abord que n'a parlé de sécurité sans nous pas parler de l'armée. Dans tous les pays de la Terre, y compris aux États-Unis, les bâtiments publics, les sites historiques, les espaces protégés, les aires protégées comme on les appelle ici, sont occupés militairement, puisque les postes fixes de contrôle sont toujours des postes militaires. Le Congrès américain a été attaqué l'autre jour. Ce ne sont pas les policiers qui sont venus en renfort, c'est la garde nationale. Et la garde nationale est une entité hybride entre la police et l'armée. Ce ne sont pas des policiers qui ont été faits, qu'on a mis devant pour protéger le Parlement. Il a fallu qu'on appelle la garde nationale. Dans tous ces pays-là, même là en République dominicaine, les frontières sont gardées par les militaires. On ne peut pas avoir la République dominicaine, notre voisin immédiat. Ce sont des militaires qui sont déployés sur toute la ligne de frontière et nous-mêmes, ces policiers, nous déployés sur la ligne frontière. Ça veut dire quoi? Il faut toujours une parité. L'interlocuteur doit être au même niveau que soi quand on négocie avec une nation. Donc, ça devrait être la réciprocité des formes. Voilà. Mais ici, toute bagaille est faite différemment. Je vous donne un autre exemple très simple. Vous savez que en République dominicaine, le ministère de la Défense, l'étage, parce que c'est un bâtiment immense, celui du ministère de la Défense. C'est un ministère qu'on prend au sérieux. L'étage du ministère de la Défense qui traite des affaires haïtiennes a au moins 120 employés dedans pour traiter des affaires haïtiennes. Chez nous, si vous allez au ministère des Affaires étrangères ou au ministère de la Défense, s'il y a quelqu'un qui comprend l'espagnol, si par malheur cette personne a été prendre son lunch, ou pas une personne pour aucun renseignement sur la République dominicaine. Les officiers de l'armée dominicaine, de l'aviation, de la marine et des officiers affectés aux frontières, s'ils ne parlent pas français et créole, ils ne vont pas être affectés à ces postes-là. C'est une obligation et c'est dans la formation des officiers dominicains pour que ceux qui sont affectés dans la marine, puisqu'ici on a les côtes qui nous sont communes, ils doivent pouvoir parler créole ou français. Ils doivent pouvoir comprendre pour communiquer avec nous. Vous savez combien de policiers ou de soldats ici, enfin, je ne parle pas d'une chose qui existe maintenant, ça a toujours existé dans notre armée, c'est pour ça qu'il était démobilisé, il n'est pas convenu. Cet effort-là, nous ne l'avons jamais fait. Nous n'avons aucun bureau spécifique pour négocier avec l'autre, notre vis-à-vis. Ça veut dire qu'il est tout à fait normal que le gouvernement dominicain se plaît de n'avoir pas d'interlocuteur sérieux. Il va prendre un bureau pour l'adresser
pour les affaires dominicaines pour le cas qu'on est ça gagne. C'est tout à fait normal. Pour revenir à la question de sécurité immédiate qui nous intéresse, nous avons écrit au président Abinader, pas pour dire au président que le fréquent, que le pas de à droite à gauche, non. Nous avons été clairs. Il est tout à fait normal que le président Abinader, sa première réaction, c'est de protéger les intérêts de son pays. Je ne veux pas retourner sur les choses du passé. Les deux gouvernements ont commis des erreurs. Nous avons commis des exactions en République dominicaine. C'est-à-dire, quand j'adore Jean-Jacques Dessalines, comme tous les Haïtiens, mais quand on va fêter le 17 octobre la mort de Jean-Jacques Dessalines en République dominicaine, sachant même que Dessalines a fait énormément d'exactions à l'Est, il est normal que le Dominicain ne se sente pas correct. C'est comme si les Français venaient fêter Napoléon chez nous. Nous ne pouvons pas admettre que les Français viennent là, ils fêtent Napoléon, ils ont fêté Napoléon la caillou. Mais Napoléon nous a fait tellement de tort qu'on ne peut pas venir fêter Napoléon chez nous. Nous ne pouvons pas aller fêter les Salines chez eux, chez les Dominicains. Il y a un minimum pour nous comprendre. Maintenant, le respect mutuel que nous devons laisser le passé là où il est. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir des références du passé, non. Historien, là, peut-être moins. Mais le passé est ce qu'il est, on ne peut pas le changer. C'est de ne pas dormir sur nos lauriers. Maintenant, nous allons vers un futur. Nous remarquons que la géopolitique a complètement changé. Les critères de survie d'un peuple ou de progrès d'un peuple ont complètement changé. Donc maintenant, il faut qu'on puisse se résoudre à accepter d'être haïtien. C'est ce qu'on n'a jamais pu faire. Cette crise identitaire, nous la vivons depuis très longtemps. Il faut qu'on accepte d'être haïtien. On accepte que c'est le seul côté nous qui vivons vraiment en Haïti, qui la caille nous, il faut nous construire. Donc maintenant, le problème est que, est-ce que nous allons continuer à proposer des accords et avoir des regroupements qui s'accordent sur leurs désaccords, ou bien plutôt qui s'accordent à ne jamais être d'accord sur certains points, ou bien est-ce que nous allons proposer des accords sur chaque point pour voir combien de personnes on va avoir dedans? D'après vous, vous pensez qu'on devrait faire des propositions autour de la crise sécuritaire au lieu de faire une multiplicité d'accords et de les présenter, d'en débattre et de ne pas s'entendre là-dessus? Là, car nous aimerions bien en parler, peut-être dans la première tranche, question sécuritaire. Écoutez, quand vous sortez avec un document extrêmement compliqué qui a 10 pages, 12 pages, où il y a tout un processus à suivre, il est évident que vous allez trouver des désaccords sur certains points. Vous allez trouver des accords sur les 3 premiers points, sur le point 10, le point 8, mais vous allez trouver des désaccords au milieu. Donc ça ne va jamais marcher si on s'attend à avoir un accord sur tout le document. Mais nous avons un point sur lequel tout Haïtien devrait se mettre d'accord. Nous sommes dans une situation où l'insécurité détruit le pays. Tout le monde d'accord. Ou pas qu'à jouer un gaz pour être insécurité. Ça ne fait pas de sens. Les personnes sont kidnappées et le pays se paupérise pour être insécurité. La jeunesse ne sait pas ce qu'elle doit faire, ou bien un bon migrant qui n'a pas vu, il a humilié sous frontière américaine à cause de l'insécurité. On ne va pas vivre dans le pays, il a jeté. Si on ne va pas aller à l'école. Maintenant, on oublie le bail, on oublie le gouvernance, on attend nous sous sécurité. Puisque de toute manière, nous avons une situation où nous ne pouvons pas faire appel à la Constitution encore. Puisque pas grand rien qui fait chaque jour en Haïti qui part en violation flagrante de la Constitution. Tout ça n'a fait là en violation flagrante. Existence Premier ministre, là, Jean-Ly nommé, Jean-Ly Salaire, son violation flagrante de la Constitution, pas prévoir là-dedans. Et accord que APC joignent la Constitution, pas prévoir tout Haïti à cause ça. Donc, nous en violation flagrante de la Constitution. Donc, on oublie à faire Constitution pour un petit moment, du moins, sous point de vue sécuritaire. Il faut qu'on adresse ces problèmes sécuritaires. Or, il n'est pas question que, en tant que personne, nous dit qu'il faut tuer tous ces messieurs dans le gang.
Ça n'a pas fait sens. Ce serait criminel pour un pays. Parce que nous connaissons que le gang qui fait, gang qui 100 personnes là-dedans, ou peut-être 20 personnes maximum qui ont joué usufruit et bagay gang nan, et puis 80 autres sont des petits soldats qui obligés d'entrer là-dedans. Sinon, ils ont fait famille ou bagay, c'est réalité gang tout pays sous la terre. Il y a 80 soldats et puis 20 nègres qui ont joué. 80 ça est récupérable, peut-être. Je ne pas dit que 80 est récupérable, mais on dit que de 80, 40 est récupérable. Mais si je récupérer 40 jeunes haïtiens, il faut que je récupère. Donc, un travail social qui vous fait dans le domaine. Il faut que nous d'accord que gagnons mise en place et gagnons faut gagner des mesures qui prend et pour bloquer l'insécurité, pour empêcher que gang agisse. Moi, attendez, Marion Dessol, l'ancien DG de la police, avec l'expérience que M. cumulé a et réussite que M. a gagné dans le même type de mission que des confiés le prend et gouvernance PNH, bail des pistes de solution. Naturellement, nous ne pouvons pas dans la télévision, comme je dis, nous avons devoir de réserve, nous ne pouvons pas dire mais qui ça ne va faire, mais qui ça ne va faire. On pas les stratégies selon ça, voilà. dit. Mais il n'est pas normal que réserve pétrolière pas sécurisée par l'armée. Dans tout pays sous la terre, réserve pétrole ou nègre, c'est son bagage stratégique lié pour banque son pays. Ça veut dire que EDH pas qu'à joindre diesel pour le bail mon courant à cause d'insécurité. À cause d'insécurité. Ou pas qu'à circuler, ambulance pas qu'à mener mon l'hôpital, pas de rien qu'à fait si pas gain carburant. Donc réserve carburant, faut que c'est un site qui sous contrôle l'armée. Donc selon vous, M. Ashley Larac, donc les acteurs, les leaders, au lieu de chacun a fait un accord, créer beaucoup plus de désaccords sous crise là, vous avez entendu sur un point, par exemple sur la sécurité, constituer un accord autour de la sécurité. Un point à la fois, oui. Il faudrait qu'il y ait un conseil que nous mettons là qui réunit des acteurs compétents pour la question de sécurité. Et c'est conseil ça qui pour contrôler et ben rapport sur comment bagaille va fait. Il faut qu'il y ait un commandement unifié de l'armée et de la police. Sur la question sécuritaire. Sur la question sécuritaire. Il faudrait qu'il y ait un commandement unifié. Je ne veux pas attendre que le général, commandant en chef de l'armée, entende avec DG la police. Vous pensez que ce n'est pas le cas? Je pense que il y a des problèmes, puisque le commandant de la police, c'est son ancien lieutenant. Le général a bien plus gradé que monsieur. Donc, on a fait de hiérarchie, même si monsieur tourne policier là, qui est plus ou moins gênant. Et deuxièmement, nous pas aucune entente parce que force pas arriver et entendre pour capable mener des actions correctes. Le rôle de l'armée, c'est de sécuriser un périmètre. Le rôle de la police, c'est de faire les pénétrations. Il y a des unités de police qui fonctionnent comme des unités militaires. Là, on prend SWAT, on prend SIMO, on prend BIM. Ce sont des unités qui sont formées pour agir comme des unités militaires. Donc, si on a une coordination avec l'armée et la police, je crois que si on a une unification, si on a un commandement unifié qui baille tous les deux l'ordre, je crois que pas bien dichotomie dans une action pour contrer l'insécurité. Monsieur Ashley Larac, je me mets à la place de tout auditeur. D'ailleurs, je suis votre premier auditeur, votre premier téléspectateur au cours de cette émission. Vous avez à entendre les experts, quand je dis experts, les hommes expérimentés comme vous, je le dis de cette manière de préférence. On croit que la résolution du problème est là, donc, et sous nos yeux. Et comme auditeur, comme téléspectateur, c'est beau les discours prononcés par les hommes d'expérience. Mais à quand passera-t-on à l'action? C'est-à-dire, remonte ce groupe, ce regroupement d'hommes d'expérience, si vous voulez, d'experts en sociologie, en psychologie, notamment en question sécurité, pour pouvoir passer à l'action. Là, je repose la question comme un simple téléspectateur, comme un simple auditeur. À quand passera-t-on à l'action? Quand est-ce qu'on passera à l'action? Bon, nous sommes déjà passés à l'action, dans le sens où
nous faisons une démarche systématique entre la police et l'armée pour voir comment est-ce qu'on peut les mettre ensemble, comment est-ce qu'on peut avoir un lien. Nous n'avons pas le pouvoir de décider de la formation d'un comité ou d'une commission qui soit au-dessus de ces deux-là pour nous faire lire, puisque les politiques décident autrement. Les politiques, nous sommes en train d'essayer de les convaincre aussi. Mais vous allez remarquer que à la prise de parole d'Abinader, à sa position, aucun membre de notre gouvernement n'a répondu à Abinader. Il y a une absence totale et complète de vis-à-vis ou de compétences gouvernementales à pouvoir répondre à un président d'un pays frontalier, de notre seul voisin finalement, qui parle de nous et qui fait des propositions à propos de nous. La seule entité à avoir répondu à ce président, officiellement, il a reçu, ça a été publié dans tous les journaux dominicains, même par le Washington Post. Il s'agit d'une simple association, l'Association des militaires d'Haïti. Quelle était la réaction de la République dominicaine, notamment du président dominicain, face à cette correspondance adressée? Naturellement, le président ne va pas nous répondre directement. Donc il a utilisé un moyen détourné pour parler, pour faire des généraux parler à sa place. Ces généraux nous ont écrit une lettre qui a été publiée, à laquelle nous allons répondre d'ailleurs. Merci de nous envoyer une copie. Et oui, mais c'est sur tous les réseaux sociaux. Oui, nous faisons la demande dans la source authentique, oui, comme on le dit dans le journalisme. Nous avons reçu... Non, c'est sur les réseaux sociaux que nous l'avons lu aussi. Ah bon? Publié, oui. Ok. On a répondu à l'association, enfin, les généraux, pour dire que nous avons eu tort de traiter le président de... Enfin, ils ont mal interprété, probablement que notre traduction espagnole n'était pas très correcte, mais ils ont mal interprété certaines parties, mais ils sont tombés d'accord avec nous sur qu'Haïti est finalement un État guerrier. En gros, sans vouloir dire, ils n'ont pas contesté ce que nous avons dit. Ils ont seulement essayé à leur manière, et connaissant le passé réciproque, les irritants historiques des deux peuples, ils ont essayé de replacer orgueilleusement dans leur contexte certains faits historiques. Alors, petit rappel, vous avez demandé à la République dominicaine, au lieu que d'inviter notre pays, on va acheter avec lui uniquement pour penser, pour discuter sur le problème haïtien, il a fait mieux que nous garder comment nous capables de appuyer logistique, accompagnement, ressources humaines, etc. À Haïti, notamment avec ce rappel que nous sommes un peuple de guerriers qui connaît de victoire en victoire, etc. Alors, exactement. Nous leur avons demandé de se joindre à nous pour que nous appuyer dans notre quête vis-à-vis des Américains surtout, pour lever l'embargo sur l'armement et les équipements des forces armées d'Haïti. Parce que l'armée commande des armes. Dernier commande que le président Jovenel Moïse plaçait, c'était 600 fusils, enfin fusils d'assaut pour l'armée. Leur entrée ici, le gouvernement américain saisit, il veut mettre la police, il veut fuser l'armée. Dans pile véhicule d'assaut là, c'est-à-dire petit blindé, des bails comme ça, qui étaient destinés à l'armée. Que vous prenez, vous baillez la police, vous ne pouvez pas mettre l'armée. C'est-à-dire les États-Unis seraient contre la mise en place des forces armées. Les États-Unis, à mon avis, c'est ce que vous êtes en train de dire. Les États-Unis, à mon avis, n'ont pas de vis-à-vis. Ils n'ont aucune garantie que l'armée peut être, ou bien à la volonté de changer vraiment ses missions et de ne pas être comme l'armée d'avant. On en parle totalement après la pause. Monsieur Ashley Laracq, merci encore une fois de votre disponibilité. C'est le temps de la pause, madame, monsieur. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite de la rubrique Le Point. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Donc, on a l'impression que l'insécurité tient la vie en otage en Haïti. Donc, pas même une impression, c'est le cas. Et c'est pourquoi presque à chaque fois ou à chaque émission, on est obligé d'en parler. Et parce que ça devient une partie de notre vie, parce que personne ne sait ce qui peut lui arriver à des moments inappropriés ou appropriés, on ne sait pas. Parce que même à l'intérieur de l'Église, les bandits acceptent d'enlever des pasteurs
des religieux, des prêtres, ce qui est bizarre, inimaginable. En tout cas, la question sécuritaire inquiète, préoccupe plus d'un, la communauté internationale aussi, et on en parle aujourd'hui à la rubrique Le Point de Métropole avec Ashley Larac qui est là avec nous. Bon retour. Nous t'avons dit, M. Larac, que le président a assassiné Jovenel Moïse, il fait commande 600 fusils d'assaut, on nous dit fusils militaires d'action. Les États-Unis, l'ambassade américaine, demandé remettre à la police alors que nous avons une armée remobilisée, même embryonnaire. Oui. Et bon, c'est simplement scandaleux, dans ce sens que on se rend compte qu'il n'y a pas d'interlocuteur face aux États-Unis pour leur dire, écoutez, nous avons besoin de ça parce que nous sommes capables, en tant que l'armée, de résoudre une partie de nos problèmes de sécurité, même si l'armée n'est pas la seule solution. Mais si on rejoint les forces de l'armée et de la police, je suis sûr qu'ils vont à deux, s'il y a un commandement unitaire, un commandement unifié de ces deux forces-là, et même si c'est en commission que tu as mis, parce que d'abord, il te faut une commission sur la sécurité, où les gens ne parlent que de sécurité et il y a une mise en place. Cette commission devrait avoir la main haute sur le service d'intelligence, les forces de police et les forces armées. Donc, si cette commission a la main au-dessus, elle est capable de faire toute lobby qui est distribuer l'ordre ou stratégie d'application, garder pour avec la population qui réaction parce que la population complice tout. Leur kidnappe bon monde dans la zone montagne noire, que en protestation, la population lague l'huile et sanctionner tout le monde montagne noire pour être bandit qui a kidnappé, son réaction est complètement ridicule. Une population, à chaque fois que vous font kidnapping, vous regardez ça qui vient dans immigration. Vous kidnappez un monde dans l'immigration, le monde qui est dans l'immigration décide de sanctionner tout l'autre monde qui a besoin de passeport. Ça veut dire parce que kidnappé, on n'est pas un passeport. Bon, qui ça me dit pour moi avec kidnappé? Maintenant, M. Achelela, quel devrait être le comportement de citoyen abandonné par son État, l'État de son pays, qui ne fait rien, qui ne fait pas grand-chose, rien du tout pour le sécuriser? Juste une petite question. Qui ça qui a des réactions citoyennes dans ce sens-là? Qui ne peut pas se protéger lui-même, qui ne peut pas prendre les armes pour aller défendre son corps, sa corporation? Quelle devrait être sa réaction? Écoutez, normalement, il devrait demander un peu plus de sécurité là où ils sont. Ça veut dire que si c'est devant l'immigration, il faut que l'immigration t'a demandé, t'a exigé de l'État que mette un cordon de sécurité tout autour de leur vie de travail. D'une part. Deuxièmement, et alors, je te parle ponctuellement pour l'instant, parce que c'est vrai que l'État a abandonné la question de sécurité, mais c'est de ça qu'on a parlé là, qui moyen la police gagne, qui moyen l'armée gagne pour bailler la sécurité au besoin, et tout côté, ensemble. Mais que ce n'est pas normal. Je ne sais pas exactement ça pour les citoyens en fait. Mais il n'est pas normal pour sanctionner des gens qui ne pas fait rien. Si vous pour sanctionner un monde, il faut que c'est bandit pour sanctionner. Ou pas avoir une réaction parce qu'on va arriver et vous faites compte avec un monde qui ne pas fait rien. Ou bloquer la rue, ou dites si on va à l'école, personne ne va bien passeport. Parce que kidnappent on est qui travaille même côté avec vous. Ce n'est pas pour justifier les actions des citoyens, ce qu'on déplore, parce que tout le monde en est victime, M. Ashley Larac. Est-ce que ce n'est pas un signe pour dire que nous sommes dans une anarchie totale, qui ne dit pas son nom, malheureusement, où chacun fait ce bon lui semble, donc à n'importe quelle heure. D'ailleurs, les chefs de gang, on le dit, quand ils annoncent des choses, ils le font. Même quand, sur le plan gouvernemental, on fait des promesses qui n'arrivent pas à être tenues. Donc, on essaie de comprendre. Comme citoyen engagé, comme vous avez cette structure qui s'appelle comme ça. Écoutez, je me garde toujours de juger avant de comprendre et d'analyser ce qui se passe à l'intérieur. Il est évident et clair que le gouvernement ne prend pas le temps de communiquer avec la population. Bon, dans tout pays sous la terre, une population, c'est expliquer pour expliquer comment l'évolution bagaille a fait et qui ça vient pour faire. Une population, il faut éduquer tous les jours. C'est ça, une population, il y a des jeunes qui viennent pas au courant, il y a des gens qui ne sont pas au courant, qui sont plus grands. Il faut expliquer tous les jours qui ça a fait.
nous avons un déficit de communication. Ça. La presse ne joue pas non plus son rôle, parce qu'elle ne cherche pas à savoir ce qui aurait dû être fait, ce qui devrait être fait, et à quoi elle peut servir en éduquant cette population-là. Si vous me passez un petit mot, M. Larac, c'est que vous savez, sans défendre la presse de manière générale, il y a un gros problème d'accès à l'information dans le pays. Donc ça, c'était juste un petit point, mais nous en parlons quand même. C'est pas pour dédouaner la presse. Quand je dis que la presse, je fais partie de la presse aussi, j'ai une émission. Mais quand je dis que la presse ne fait pas son travail, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle ne le fait pas, l'accès à l'information et tout, mais elle ne fait pas son travail. Pour diverses raisons, et certaines justifiées, certaines injustifiées, mais elle ne remplit pas tout le rôle qu'elle aurait dû remplir. Le premier tort revient au gouvernement qui n'a aucun espace de communication et aucune transparence dans ce qu'elle fait. Et la deuxième chose, c'est qu'il est inconcevable que la police, dans ses points de presse, après raconter comment les amis saisis, qui m'ont arrêté à droite, qui m'ont arrêté à gauche, sans jamais un message de... C'est une plainte contre la non-collaboration de la population. C'est jamais le message de comportement souhaité. Vous dites, pas fait tel bagaille, nous allons sanctionner tel gens. Fait tel bagaille, essayez de faire tel bagaille. D'abord, ils sont sortis dans la zone là parce qu'il n'y a pas de message. La police, ou l'impression que son match football a joué, puis il y a une baille qui pointe que vous faites semaine ça, oui, tel te dribblé à droite, tel dribblé à gauche, on est ceci, on est cela. Ça ne fait pas de sens. Comme système de communication, il n'est pas bon du tout avec la population. Donc personne ne va comprendre rien dans rien. Et ce qui a un grand impact sur la sécurité aussi. Évidemment. Parce que si les bandits savaient qui misaient les migrants aux États-Unis à passer, si on était une idée de qui problème qui gagne dans tout ça, si il y a un témoignage de l'autre qui est bandit qui dans prison, qui gagne 10 ans en prison là, si l'histoire banditisme, parce qu'il y a des bandits qui ont arrêté depuis ce moment où il y a sol, c'est comme si vous étiez fait petit parce qu'il y a un nouveau bandit qui a placé là. Mais ça que tu es sur le sol que tu as arrêté, et ça qui vient après là, qui histoire, qui ça vient? Est-ce qu'il est en prison toujours? Est-ce qu'il est mort? Qui ça petit tu vini? Il faut être capable, au moins, par exemple, ça, pour dire, monsieur, nous n'avons pas aucun intérêt à faire banditisme. Ou pas de communication, ça, ou pas de suivi, ça. Qui fait. Population n'a pas aucun renseignement sur rien du tout. Et c'est job task force, là, ça veut dire que comité ou conseil de gestion et de sécurité, tu as gagné pour le faire. Qui ça qui partit communication avec la population, qui ça qui partit lobby beaucoup de trois institutions, et qui ça tout à fait normalement. Puisque pas rien qui stratégiquement protégé. Moi d'accord avec Marion Dessols, le monsieur dit, où on arrive, si nous n'avons pas une capacité de protéger tout pays, en morceau par morceau, on dit, ouais, zone ça, mon gars marché libre. Et pour sécuriser, ou par exemple, quand on sécurise, et pour marcher sur une après l'autre. Au moins, ou t'as ouais, il faut, mais la police, il y aurait l'île comme si c'est pompier, il peut aller éteindre du feu là, il peut aller éteindre du feu là, de les missions qui pas forcément mission parle. Service d'intelligence noir, moins efficace que service d'intelligence bandit eux-mêmes. S'il existe, s'il en existe un alors. Bon, il était formé, mais de toute manière, tout ancien policier est supposé faire partie intégrante de service d'intelligence là. Tout ancien militaire est supposé faire partie intégrante de service d'intelligence là. Les Auguste Bombe disent, où est le monsieur qui a fait recensement de temps en temps, avant 1986? Recensement international de population. Là, on finit recueillir toutes données avec des gens qui déploient les agents pour recensement tout le ça. On côté à contre-vérifier données de quartier général. Parce que tout chef section, tu as un gros cahier, côté obligé d'inscrire chaque naissance, chaque mortalité, chaque mariage, chaque monde qui est dans la section communale. Donc, Force armée d'Haïti, tu as un archive, tout le pays à l'amener. Donc, l'Institut international, l'organisation internationale, qui te bon support faire recensement, tu as besoin de contre-vérifier
exactitude ça rejoindre sur terrain. Il y a la force armée d'Haïti, il y a accès à gros livre ça et puis il vérifie pour voir si c'est vrai. Parce que c'est chiffre force armée d'Haïti qui est correct avec chef section. Nous perdons toute bagaille ça. Bon, nous avons section communale, nous avons plus de section communale toujours. Nous avons AZEC, nous avons KAZEC. Comment on fait AZEC à KAZEC, il va faire ça? Tout ça c'est sécurité, oui. C'est que nous avons des autorités qui aiment jouir des privilèges sans assumer leurs responsabilités. Récemment, M. Achille Larac, peut-être sur l'émission, je vous raconte la petite histoire, et le juge Jean-Wilner Amorin partagé, fait une révélation, il dit que il y a des potentiels ministres ou des ministres que détention préventive prolongée à Tava, cheval de bataille, ces discours lorsqu'il prend poste. Nous parlons de réduire des détentions préventives prolongées, nous ne pas le faire ci, nous ne pas le faire ça. C'est comme si il y a des gens qui ont un intérêt ou des intérêts dans la détention préventive prolongée dans le pays. Maintenant, on a entendu un ancien directeur général de la PNH, Marie-André Sol, hier, qui disait le grand banditisme, ce n'est pas seulement des bandits connus, des chefs de gang. Il y a des gens qui ont fourni, des amis qui ont tiré ficelle devant ou des dos et bandits. Est-ce que l'insécurité a, pas capable tout, une forme de discours d'intérêt? Parce que ça devient un discours aussi. On nous prend exemple sur la question électorale. Le Conseil électoral provisoire, la primature à tort ou à raison, envie, Montéli. Mais je dis, ça vient un discours tout. M'pap, vous et moun, à tort ou à raison, à cause de l'insécurité. Ma vous et moun pour résoudre l'insécurité. Est-ce que vous pensez que ça peut devenir aussi une forme de discours? Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter que ça résoudre. Parce que quand j'irai aux élections, je dirais, si je deviens président, si je deviens Premier ministre, vice-président, on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir, je résoudrai le problème de l'insécurité. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont intérêt ou pas dans la question ça? Écoutez, c'est là encore le problème. Personne ne va pas mettre d'accord sur un point bien déterminé. Mais si tout le monde est d'accord sur la nécessité que tôt ou tard, pour obliger une élection. Simplement ça. Je me suppose, quel que soit le secteur qu'on mette dans 3 ou 4 accords qui sont là, vous demandez, est-ce que nous allons obliger à faire élection? Vous allez dire, oui, il faut que nous établissions la sécurité. Il n'y a pas de problème de sécurité avec nous. Nous parlons de sécurité déjà, nous allons chercher moyen de résoudre. Est-ce que nous finissons de sécurité ou d'accord qu'il faut que nous gagnions l'élection? Oui. Bon. On mettait en place un organisme qui peut assurer de vérifier régulièrement, faire travail en amont, pour depuis nous joindre une solution sécuritaire là, et que l'élection qu'a faite, nous faisons élection. Et puis, pour qui pas? Pour qui ça ne va pas faire élection, au moins sénatoriale, et puis pour collectivité, dans le département qui n'a pas de problème de sécurité? Pourquoi pas? Pour qui ça? Pour le sud, le grand sud, ou la grandance, tant que Port-au-Prince y a sécurité, pour faire élection magistrat par Lyon, sénateur parle à député parle. Pour qui ça? Pour Port-au-Prince, amputer tout l'autre monde, empêcher d'évoluer. Si il y a des départements qui déjà ont une sécurité là, quand les conditions réunies pour l'élection faite, on fait élection dans la zone pour élu dans la zone. Ça pas d'élection là-dedans qui ouais bagay ça, on a résoudre problème en attendant. Mais nous pas qu'à camper tout un pays pour être Port-au-Prince. Il n'est pas normal. Maintenant, moun yo choisi pour aller dans le conseil électoral provisoire. Yo choisi des secteurs. Au lieu secteur a dit ah on s'est arrivé par insécurité donc on va voyer moun. Pour moi-même son excuse que lié. Ou ta voyer moun hein, parce que ou pas qu'à changer rien tout autant on pas en dedans. Soit pour changer du dehors. Parce que comme journaliste, je dois vous avouer que 75% de monde qui soit pour répondre ou pas répondre, c'est à cause de exigences de sécurité, exigences à la primature qu'il faut rétablir la sécurité avant que vous répondre. Eh bien, il faut que vous ayez automobile, il faut que vous ayez sécurité, il faut que vous ayez toutes les bagages avant le travail. Bon. Si vous êtes citoyen ou vous voulez rentrer dans le combat pour capable rétablir l'ordre d'un pays ou pour capable faire bailler correctement, pas aucune raison pour ne pas prendre un poste. Quel que soit le monde qui nous montre pour ça. Vraie raison, hein, c'est que avec rumeur, avec anarchie là, avec le fait que personne n'a su que le Premier ministre Ariel Henry, combien de temps il va le faire,
Ils n'ont pas appelé pour un poste, puis limoger ou 3 jours, pour l'autre premier ministre, même, puis il écraser CFP encore. Puis c'est 2 mois seulement, il fait la dernière. Ils sont en général, les qui ont sorti d'un poste, par exemple, qui retourner la dernière encore. Donc, c'est cette peur-là. Ils ont peur que Kenneth Merten qui tourne là, vienne avec un autre message pour dire qu'on s'arrive à me battre Ariel Henry, tout ça, je ne fais pas bon. C'est. Ça veut dire penser la sécurité, comme Sotabzili, ou l'insécurité, son discours, son prétexte quelque part. Même si la réalité est là. Pour l'implication citoyenne, oui. Pour l'implication réelle citoyenne, l'insécurité est le prétexte. Parce que si vous voulez pénétrer dans la sécurité, il faut vous impliquer citoyennement. On vous offre une position. On vous nomme, vous sélectionne. C'est pas Ariel Henry va chercher Victor et puis il dit Victor va le prendre pour ça. Demander les organisations respectables de la société. Les secteurs surtout. Vous voyez les gens bouli. Ou vous voyez les gens qui disent bon ok mais très bien, on va faire ça là. Il redevient à ces secteurs qui ont le représentant de faire l'analyse et de communiquer au public ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Moi, quand tout le monde pensait, si c'est Ariel Henry, non mais moi, m'obliger à venir tout l'Ariel Henry. C'est pas vrai. Les institutions de ce pays doivent être remplies par des gens de compétences. Soit une compétence qu'on a là, ou deux, il y a un problème. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des compétences, on va le faire. Mais moi-même, quelle que soit position et quel que soit Premier ministre ou Président Cap Bailien, que nous avons rempli pour nous capables de faire changer les choses, il faut le faire. Cette théorie de rester derrière pour garder pour c'est le Premier ministre pour la montée, qu'on prend l'entrée impliquée dans le bagaille. C'est une excuse, c'est une foutaise et que moi-même ne comprends pas. Nous avons des choses bien plus préoccupantes là maintenant. Nos sites touristiques, la citadelle La Ferrière, on y a des bandits là-dedans. Donc imaginons qu'on gang prend d'assaut citadelle La Ferrière, il y a un plus gros site touristique. Ou imaginons que là, marchand des Salines, tout bel site touristique nous gagnons, c'est gang qui là qui a fait ça qui a raché roche qui en bas, qui a utilisé ça n'importe comment. Où est qui perd n'a fait? 17 octobre de l'année dernière, il y a un groupe qui était dit, président Jovenel Moïse Pape descendre et Pont-Rouge. Il faut nous commencer à prendre charge de patrimoine. La sécurité ne se résout pas à défendre les citoyens à l'intérieur des villes seulement. Elle ne se résout pas à ça. Il faut qu'on protège le pays. Ce qu'on peut faire maintenant, et à chaque fois qu'on peut le faire, il faut qu'on fait. D'après vous, à tort ou à raison, les secteurs ou des organisations des secteurs qui prétexteraient que c'est à cause de l'insécurité qu'il n'y a pas vraiment dans le conseil électoral provisoire là, ils ont tort. Oui, ils devraient revoir leur position et faire rentrer, envoyer ces gens-là qui peuvent eux-mêmes de l'intérieur changer les choses. La seule chose qui arrive toujours en Haïti, quand une organisation ou un secteur délègue quelqu'un pour le représenter, cette personne se voit et brusquement démunie. L'Ipago Kenba, comme le secteur ne continue pas à l'appuyer, ne continue pas à analyser les choses. C'est ça qui pas bon. C'est-à-dire que si je représente un secteur, c'est l'association militaire à vous et me représenter dans bagaille dans le gouvernement, je vous assure, il faut m'assurer qu'il y ait tout un cabinet en dedans l'association militaire qui travaille avec moi chaque jour sur les décisions que je devrais prendre en tant qu'exécutant à l'intérieur. Il faut m'assurer de ne pas comme ça. Je ne veux pas que l'association militaire t'a recommandé de me voir mon côté, et puis c'est 2-3 ans après, il me dit, moi j'ai un petit job pour dire moi là. Ça n'a pas fait sens. Donc, les représentants se sentent vides et abandonnés à partir d'un certain temps. Il faut qu'on évite ça. Mais moi, je recommande à ces organisations de revoir leur position et de déléguer des gens, leurs représentants, dans les structures qui sont ouvertes maintenant, pour lesquelles on fait un appel à candidature. Certains de ces secteurs parlent également de la guerre des accords. On en connaît au moins 3. L'accord de Mondana, l'accord de la primature, donc du 11 septembre, et l'accord CESOC des citoyens, et si vous voulez, d'anciens collaborateurs proches du président Jovenel Moïse qui formaient CESOC et qui proposaient également un accord. Et quel est votre regard là-dessus? Moi, je reprends ce que j'ai dit. Allons trouver sur quoi, quelle est la chose la plus importante de tous ces accords-là. Est-ce que c'est la sécurité ou la gouvernance? Je ne dis pas que les deux sont deux choses différentes,
Mais la sécurité peut être une chose complètement à part. Si la sécurité est l'une des choses les plus importantes, puisqu'elle va desservir la gouvernance, élection, etc., allons nous entendre sur la sécurité. Ces 3 accords n'ont pas lieu d'être ou n'auront plus lieu d'être si on peut trouver un accord sur la résolution sécuritaire. Vous voulez ça pour vous mettre d'accord sur les autres choses? Mais d'accord. Allons nous entendre sur la résolution sécuritaire. Et là, l'Association militaire d'Haïti est prête à fournir toutes les compétences, tous les projets, et elle est prête à remplir ce que nous avons proposé, c'est-à-dire le Conseil national de sécurité, avec les compétences nécessaires et les projets nécessaires pour pouvoir résoudre ce problème. Donc vous vous mettez disponible, comme l'avait fait hier l'ancien directeur général de la police nationale, donc vous mettez disponible pour servir PIA, vous l'avez été, mais dans cette situation, vous le faites publiquement. Oui, je suis intéressé, je ne dis pas exclusivement, mais principalement la question de sécurité, et je me mets à côté de Marion Dessol et avec plusieurs autres personnes d'entre nous pour résoudre ce problème de sécurité-là, pourvu que nous coiffions les 2 entités, armée et police et intelligence. Tout à l'heure, M. Ashley Larac, nous avons parlé, sans reprocher s'il le faut, de notre côté, les citoyens qui, lorsqu'on avait un collègue, un proche, un membre d'une corporation, qui montait, qui barrait route, qui écrasait, brisait, etc., comme si on fait presque un secteur, ou bien une zone, ou bien une société de manière générale, payée pour des actes des bandits, qui eux aussi font partie de la société, évidemment. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, que les ressources comme vous, hommes d'expérience dans le domaine de la sécurité, nous-mêmes tous nous avons donné une réaction. Vous avez la parole, vous avez parlé vraiment de la situation. En face là, pas rien qu'à fait pour résoudre le problème de sécurité. Non. Grâce à nos expériences, à nos contacts, à nos relations, nous prenons la chose en main. On va parler de révolution, mais il faut quand même quelqu'un pour passer à l'action et nous ne sommes pas encore là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au lieu que... je n'ai pas de problème à le faire. Chaque jour, on peut recevoir des gens qui parlent de sécurité, mais d'action aussi. Pas penser que les hommes d'expérience, ça doit aussi passer à l'action si ça continue comme ça? Les hommes d'expérience, pour passer à l'action, il faudrait qu'on ait légalement l'autorisation d'avoir le matériel pour passer à l'action. Il faut qu'on ait le support financier ou économique pour pouvoir acquérir le matériel supplémentaire pour passer à l'action. Les hommes de bonne volonté ne manquent pas. À mon âge, j'ai l'expérience, la bonne volonté et surtout le patriotisme. C'est ce que j'ai. Il convient de trouver des jeunes qui peuvent eux-mêmes passer à l'action. Je peux donner de mon expérience pour leur dire quoi faire, si je n'ai pas encore l'expérience, mais je ne prétends pas. Je ne suis pas un bon calotte. Non, quand j'ai dit passer à l'action, peut-être. J'ai pris un exemple général. Non, je suis en train d'éclaircir pour le grand public qui t'écoute. Je ne suis pas un bon calotte à mon âge, mais j'ai l'expérience qu'il faut. Donc, si mon expérience peut aider des jeunes, c'est pour ça qu'on fait un appel aux jeunes. À ce moment, on peut faire une mise en place correcte. Il y a énormément de volontaires, même dans la diaspora. Nous avons beaucoup d'Haïtiens de la diaspora qui sont des policiers expérimentés ou des soldats expérimentés qui sont des vétérans. Il y a Haïtiens qui sont dans NYPD, il y a Haïtiens qui sont dans la police de Miami, il y a Haïtiens qui sont dans l'armée qui fait Irak. Ou il y a suffisamment de monde qui est d'accord pour te coller là et renforcer sa gain actuelle là. Mais il faut d'abord commencer par le commencement. Il faut qu'on trouve un accord, parce que c'est bon, une équipe révolutionnaire qui va monter son terrain pour dire bon, nous allons résoudre le problème dans vous. Ça ne va pas se faire comme ça. Il faut qu'on ait un accord dans toute la société pour dire écoutez, nous pouvons régler cette chose. Voilà nos compétences, voilà ce que nous proposons. Laissez-nous régler ça. La discuter, je vais créer espace pour qu'elle discute politique, pour qu'elle parle politique. On va résoudre ça. Maintenant, il faut que la structure soit acceptée dans tous ces 3 accords. On parle pour ça, on parle un petit proverbe ou une phrase, adage, si les gens qui de bien, aussi les gens de bien avaient autant d'audace, je dis le mot qui est peut-être un peu fort, si les gens de bien avaient autant d'audace que les vagabonds, ils auraient changé.
c'est-à-dire autant de détermination. Les bandits, les chefs de gang, les gens qui font du mal, de tort à la société, peut-être n'ont pas tout ce temps pour réfléchir, mais pourtant ils font du tort quand même à la société. Les enlèvements à travers les églises, les hôpitaux qui ne fonctionnent pas, la crise de carburant due à l'insécurité, les gens qui ne peuvent pas se déplacer même pour aller s'occuper de leurs activités. Des zones totalement occupées par des bandits, des départements totalement inaccessibles, des millions de personnes qui en souffrent, mais les gens de bien honnêtes, des gens qui savent écrire, lire, qui sont en désaccord à cause de leurs accords. Écoutez, nous parlons de drame et de crise sociale, c'est la raison. Je tiens à faire une petite remarque sur l'Église. Et je n'ai rien contre l'Église, je suis très catholique moi-même. Mais quand, à la télévision, à la radio, nous entendons des pasteurs faire l'éloge ou bien ramasser de l'argent, parce que j'ai entendu beaucoup de prêches pastorales dans certaines églises, dont je tairai le nom, puisque ils vont se retrouver dans cette affaire-là et la plupart des auditeurs sauront qui. Le monsieur dit, pasteur a besoin de machine, que fidèle il a une machine, et puis ils font de là. Il fait 2 personnes qui ont bon drap pour mettre cob, et puis il dit $50 US, $100 US, etc. pour après bailler ça l'acheter ton automobile. Eh bien, quand vous faites ça à la face du public, à la face du monde, vous mettez en position pour ne pas dire mais côté cob là. Donc, c'est tout à fait normal que la première cible, si la question c'est de l'argent, ce soit les pasteurs eux-mêmes. Il y a une décence qu'on devrait avoir. Donc on est face à une crise sociale, mais aussi où chacun s'accuse, où tout le monde s'accuse, où jette la faute. Oui, non, ça veut dire qu'on devrait faire plus attention maintenant parce que, tu vois, quand quelqu'un a faim, tu sais que quelqu'un a faim. La plus grande insulte serait de manger en face de lui. On comprend. Mais l'autre, dit-on, peut ne pas avoir le droit non plus de briser l'assiette parce que... Il n'y a pas de problème. Mais si tu insultes, tu peux t'attendre, cette réaction sera punie s'il crase l'assiette ou il te prend ta nourriture. On va finir rapidement parce que l'heure... L'insulte, il n'aurait pas dû être. Donc, quand nous faisons ces gestes-là, visiblement, nous insultons le pays. Maintenant, M. Ashley Larac, pour finir vraiment, donc, juste une petite proposition globale sur la politique, des accords, la sécurité, l'insécurité, en résumé, donc, pour mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. En résumé, je dirais à la population une chose. Nos aires protégées ne le sont plus. Nos sites touristiques sont à l'abandon et spoliés. Notre sécurité personnelle est compromise. Notre commerce est complètement détruit. Il nous faut résoudre ce problème-là. Ce problème ne peut pas être résolu par la police seulement ou par l'armée seulement. Ni même par les deux ensemble. Il faut le service d'intelligence qui soit fonctionnel. Il faut que la police et l'armée puissent avoir un lien commun pour travailler ensemble. Donc il faut forcément une coiffe au-dessus des deux pour pouvoir faire la liaison et coordonner leurs actions. Il faut que l'armée soit équipée. Il faut que les citoyens eux-mêmes sachent comment réagir. Donc il faut que certains secteurs de la presse cessent de donner des nouvelles disant que, j'ai souvent entendu dans la presse, la police pral font opération tel côté. Mais si vous dites que la police pral font opération tel côté, c'est bandit à vous dire je t'en. Parfois c'est la police qui fait l'annonce. Non, ce que je veux dire, il y a... Non. La presse reprend, ce que j'ai voulu dire tout simplement. Oui, bon, si la police fait l'annonce, c'est que la police est bien bête, ou les dirigeants de cette police sont bien bêtes. Il ne faut pas annoncer ce qu'on va faire dans certains secteurs. Maintenant, il faut que la société comprenne qu'elle doit réagir différemment. Est-ce que nous allons remettre des brigades sur pied? Est-ce qu'elle doit exiger un peu plus sans sanctionner les autres citoyens? Le kidnapping dans la zone, pas aucune raison pour bloquer une route, mettre l'huile, ou causer des gros accidents, ou mettre des villes en danger. J'ai des gens qui ont besoin de l'hôpital, qui n'ont aucun rapport avec le kidnapping. Non. Il y a les innocents. On ne peut pas toujours continuer à faire payer les innocents pour des choses dont ils ne sont pas responsables. Ce n'est pas correct. Donc maintenant,
il faut que les dirigeants, ceux qui prétendent l'être, parce que beaucoup de personnes ne dirigent rien là, ceux qui prétendent l'être, il faut qu'ils fassent marcher la communication. Dites-nous ce qui se passe. Vous avez l'obligation de nous le dire. Et finalement, si le CEP doit être formé avec des gens de bien, s'il y a un espace politique où il y a des concessions qui ont été faites par le Premier ministre Ariel Henry pour demander à certains secteurs d'envoyer des représentants, autant en profiter maintenant pour qu'on puisse changer les choses de l'intérieur. Il faut cesser de prétexter l'insécurité ou pas pour ne pas se rendre au CEP avec vous. Nous savons tous que s'il y a trop d'insécurité, des élections ne se feront pas. Mais s'il y a des départements où l'insécurité n'est pas palpable et qu'on peut encore faire des élections, nous ne pouvons pas pénaliser des départements pour la République de Port-au-Prince. Les départements pouvant faire des élections, doivent le faire pour avoir des maires, des AZEC, des CAZEC, des députés, des sénateurs. Merci beaucoup, M. Ashley Larac, de votre disponibilité. Vous êtes le représentant de l'association militaire d'Haïti et vous êtes membre de Haïti, je m'engage, qui est une autre structure de la société civile. Merci encore une fois de votre disponibilité. Merci, désolé. Merci à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Je suis Jean-Jules Lesauguste et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.